de saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi 2 avril, la République démocratique du Congo s'engage à diminuer les volumes d'importation pour promouvoir le domaine de l'export, levier essentiel dans l'amélioration de la balance commerciale. C'est le sens même de la table ronde sur la promotion des exportations qui s'est ouverte ce matin dans la capitale. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Un invité dans ce journal, le rapporteur du Conseil économique et social, Léon Kabouba, qui vient en fait annoncer l'ouverture dans pratiquement 2 jours de la session ordinaire d'avril au sein de cette structure. Bienvenue à tous, bienvenue aux 20h. D'abord, cette information, un séjour fructueux à l'extérieur du pays, et bien le Premier ministre Bruno Tshibala a réussi à convaincre certains partenaires à soutenir le processus électoral en cours dans le pays. Annonce faite à son arrivée à l'aéroport international de Djibouti à Kinshasa. Robert Naïti Sensé pour d'autres détails. Après son périple européen, le Premier ministre Bruno Tshibala a regagné Kinshasa ce dimanche 1er avril 2018 par les réguliers d'Air France. Au bas de la passerelle, le vice-premier ministre, ministre des Transports, José Makila Soumanda, qui a dirigé avec satisfaction les actions gouvernementales comme Premier ministre intérimaire, et c'était en présence de quelques membres du gouvernement. Un mois après son absence au pays, Bruno Tshibala rentre en super forme pour s'atteler au dossier urgent de la République, mais surtout la préparation des élections qui pointe à l'horizon car le temps presse. Avant de s'offrir un bain de foule, le chef du gouvernement a tenu à remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour son soutien pendant son contrôle médical qui a été suivi d'une opération bien réussie. Pendant cette épreuve, j'ai bénéficié du soutien et du réconfort moral des dirigeants du pays, en commençant par le chef de l'État. Je l'en remercie du fond du cœur. Invité par un centre d'affaires international en Angleterre, Bruno Tshibala a, au cours d'une intervention très applaudie, parlé de la démocratie et de la stabilité en République démocratique du Congo. J'ai abordé ce thème de manière qui a donné entière satisfaction aux organisateurs. J'en ai profité pour dissiper beaucoup de malentendus et les contre-vérités distillées sur nos institutions et notre processus électoral. Je reviens au pays plein de vigueur et de volonté pour me remettre au service du gouvernement de la République. Il a aussi, en France, rencontré des partenaires soucieux de venir rapidement investir en République démocratique du Congo. Petit sourire, expression d'une mission accomplie, Bruno Tshibala était totalement invisible à l'aéroport. Une foule immense venue l'accueillir, l'a pris en charge, l'obligeant à faire une marche à pied.
Je le disais tout à l'heure dans le titre, des assises qui rentreront peut-être dans les annales de l'histoire. La République démocratique du Congo s'emploie à réduire sa dépendance aux importations et promouvoir ainsi les exportations de produits made in Congo. Il en sera question pendant 2 jours au cours de la table ronde dont les travaux ont été lancés ce matin par les vice-premiers ministres, le ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumonga, Pierre Moussaoudi et Jacques Méji. Nous en parlons dans ces reportages. La synergie des forces vives socio-économiques congolaises, spécialisées dans le commerce multilatéral à vocation internationale, cogite autour de meilleures stratégies calquées sur les réalités congolaises pour mettre sur pied un train de mesures applicables et opposables à tous, afin de booster les processus rationnels d'import-export en République démocratique du Congo, et ce, grâce aux travaux de la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais et la réduction de la dépendance aux importations. Des assises transversales qui caressent des objectifs d'une grande noblesse. Permettez-moi avant toute chose de présenter mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui revient l'initiative de ces importantes assises qui marquent un moment de réflexion sur nos politiques et stratégies en matière de promotion des exportations et des substitutions aux importations. La présente table ronde fait suite aux mesures prises par le gouvernement de la République en août 2017 pour lutter contre la fraude fiscale et douanière, la fraude à l'import-export, la multiplicité des taxes ainsi que la contrebande au niveau de frontières. Ce rendez-vous crucial axé sur la diversification de l'économie nationale et la croissance durable dont les panels d'exposés vont s'articuler autour de 2 grands sous-thèmes, à savoir comprendre la structure actuelle du commerce extérieur de la République démocratique du Congo pour mieux exporter et la problématique de la relance de la production de biens et services face au défi de la promotion des exportations et la réduction aux importations. Ces assises permettront à la nation congolaise tout entière de marteler aux yeux du monde entier les aspects de sa souveraineté commerciale. Au regard de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, dans sa vision de la révolution de la modernité, est déterminé d'amener la République démocratique du Congo à l'émergence à l'horizon 2030. Je vous exhorte à faire en sorte que les 3 journées sur lesquelles s'étendent les travaux de cette table ronde entrent dans les annales de notre pays comme étant les moments forts où, dans un sursaut d'orgueil national, les filles et les fils de ce pays ont pris la résolution de changer le cours de leur destin. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvert les travaux de table ronde sur la promotion des exportations de produits congolais et la réduction de la dépendance aux importations. À la faveur de cette table ronde, les participants vont élaborer des termes de référence pour des stratégies nationales efficaces des importations et exportations, sans oublier la mise en place d'une agence nationale des exportations. On se pose bien des questions sur le rôle du Conseil économique et social dans le paysage institutionnel de notre pays. Et nous recevons sur ce plateau le rapporteur de cette institution qui est avec moi. Bonsoir, monsieur le rapporteur. Bonsoir, messieurs les journalistes. D'entrée de jeu, l'opinion voudrait bien savoir quelles sont les missions dévolues au Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, ses missions, mais avant que je ne donne les missions exactes du Conseil économique et social, permettez-moi d'abord de vous dire d'où on est parti avec ces conseils. Vous devez savoir que c'est une question, c'est une institution longtemps désirée, mais qui véritablement n'a été mise sur pied que récemment. Vous prenez depuis la constitution du 1er août 1964, c'était prévu, mais finalement la création du Conseil économique est due à une volonté conjuguée du constituant, du Parlement, des législateurs et à la vision clairvoyante du chef de l'État, président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Et vous aurez bien remarqué que le Conseil n'a été créé qu'en octobre. En
en octobre 2013, le 30 octobre 2013, par l'ordonnance 013/027. Et c'est cette ordonnance-là qui a créé le Conseil économique et social. Dans la pratique, dans la chambre des décisions du Conseil économique et social, c'est une institution consultative qui a pour mission de donner des avis consultatifs aux institutions, en commençant par le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale et aussi les provinces, parce que le Conseil économique a aussi la possibilité d'être saisi par ces institutions, mais de sa propre initiative, le Conseil peut aussi appeler l'attention des provinces et du gouvernement sur des questions économiques et sociales. Et en dehors de ça, nous réglons à notre sujet. La session ordinaire d'avril plutôt s'ouvre déjà ce mercredi. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les matières prévues? Les matières, il y en a beaucoup. Je dirais peut-être en 3 volets. Il y a d'abord les arriérés de la session passée, mais nous avons aussi des matières nouvelles qui sont inscrites à cette session, et je parlerai peut-être sur les 7 matières qu'il y a 4 principales qui sont là. Nous allons, au cours de cette session, parler de la réforme de la fiscalité en RDC. Nous allons parler aussi de la création de la classe moyenne congolaise. Nous allons parler aussi de la problématique du transfert de l'eau de la rivière Ubangui vers le Tchad. Nous allons parler aussi d'autres matières, et notamment, j'allais dire, une autre matière qui est prévue à cette session, les observations que le Conseil, qui était sur la matière depuis un temps, mais qui va faire ses observations sur le code minier. Ça, c'est aussi une question qui est prévue. Le CES, une institution qui vient de voir le jour, comme vous venez de le dire, il n'y a pas très longtemps. Mais dis-moi, quels sont les rapports du CES avec les autres institutions politiques du pays? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le CES, c'est une assemblée consultative, donc qui agit à la demande des institutions, donc qui donne ses avis, des avis consultatifs au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux provinces. Et dans ces rapports, en fait, le Conseil joue le rôle de veille pour attirer l'attention. Le rôle de gardien dans la pratique sur les politiques, les orientations, pour éviter que les politiques adoptées ne puissent avoir un impact négatif sur le quotidien de la population. Monsieur le rapporteur, pour conclure, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le bilan même du Conseil économique et social 3 ans après? Le bilan du Conseil économique et social est, je dirais, globalement positif, parce que nous avons une production, peut-être que le commun de mortel ne sait pas ce que le Conseil produit. J'ai avec moi ici de la documentation, et vous verrez là-dedans tout ce que nous avons produit, et sur toute cette production, vous avez par exemple un avis que nous produisons, nous exprimons par voie d'avis. Il y a un avis sur la loi fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale. C'est un avis que le Conseil économique et social a sorti sur saisine du chef de l'État lui-même. Et nous l'avons déjà produit cet avis. Nous avons aussi eu à produire un avis sur les mesures urgentes du gouvernement pour la stabilisation et la relance économique. Les 28 mesures dont on a souvent parlé, le Conseil s'est déjà exprimé là-dessus. Nous avons fait le point de la situation économique et sociale du pays depuis 1960 jusqu'à nos jours, et il y a une publication qui existe là-dessus. Nous avons eu à réfléchir aussi sur un problème qui impacte même sur le social de la population, le déficit énergétique. Il y a un avis qui est là. Nous avons eu aussi à parler d'une autre question aussi fondamentale, c'est sur l'exploration dans des ressources naturelles dans les zones protégées. Ça touche un peu au domaine minier, et nous avons aussi une production là-dessus. Il y a d'autres qui sont sous presse, notamment la baisse de la qualité de l'enseignement. C'est un travail, un avis qui est sous presse. Peut-être dès la semaine prochaine, nous pouvons la mettre à disposition. Ce sont des propositions à l'endroit de l'exécutif national pour améliorer le domaine économique du pays. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur du Conseil économique et social, Léon Kabobi, avec qui nous avons avec qui nous allons échanger sur
la session d'avril qui profite déjà à l'horizon, c'est déjà pour ce mercredi. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo était présente à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africain à N'Djamena au Tchad. Et bien, le pays de Lumumba a été représenté à ces assises par le ministre des Hydrocarbures, Emengoï Mukena. Josué Ndibou pour le commentaire. Créer la tempête de sable qui a soufflé dans une bonne partie des pays de l'Afrique subsaharienne le jeudi dernier, la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain APO a vécu à N'Djamena, en République du Tchad, le 31 mars 2018. Placé sous le haut patronage du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, 11 pays membres de l'APO ont pris part à cette session et la RDC a été représentée par le ministre des Hydrocarbures, Emengoï Mukena. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre du Tchad, Albert Pahimi Padaki, représentant personnel du président tchadien. Ces assises ont connu 3 temps forts. D'abord, les différentes allocutions, notamment celle du maire de la ville de N'Djamena, du secrétaire exécutif de l'APO, du ministre du pétrole et de l'énergie de la République du Tchad, président en exercice de l'APO, qui ont à tour de rôle axé leur intervention sur la nécessité de la réforme dans les contextes pétroliers actuels en vue de répondre aux attentes des pays membres de l'APO et de leur population, et ce à travers des projets de coopération et d'assistance mutuelle. Dans son allocution, le Premier ministre tchadien a insisté sur la coopération interafricaine dans les secteurs de l'énergie. Ensuite, les travaux se sont déroulés à l'issue de l'examen du rapport du comité des experts où les conseils des ministres membres de l'APO a adopté les rapports de la 34e session et des sessions extraordinaires du Conseil des ministres tenus respectivement à Abidjan, à Abuja et à Luanda. La signature du comité final et de la déclaration de N'Djamena a clôturé ces assises et juste après, le ministre des Hydrocarbures a visité l'ambassade de la RDC au Tchad. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville connue pour son dynamisme dans le secteur immobilier. Bien plus, cette ville connaît ces derniers temps un développement exponentiel dans la construction des infrastructures de base, des paysages à perte de vue. C'est à regarder dans ce reportage de Jacques Moukanek-Makal. Suivez. Aujourd'hui, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est en pleine explosion immobilière. Jadis, petite agglomération perdue dans les fins fonds du Congo indépendant vers les années 60. À l'heure actuelle, la ville est en train de se métamorphoser et connaît une éclosion d'initiatives publiques et privées qui fascinent et donnent les lettres de noblesse au secteur des infrastructures. Nous sommes dimanche 1er avril 2018 à Bunia, chef-lieu de la nouvelle province de l'Ituri, issue du démembrement. Cette subdivision administrative de la géante République démocratique du Congo a été consacrée par la constitution du pays en vigueur, sous la houlette du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui attache beaucoup de prix à la paix, à l'unité, à la cohésion nationale. De toute évidence, le visiteur à peine arrivé est frappé par son dynamisme, doublé de créativité dans le secteur de l'immobilier, qui étale au grand jour la vitalité de Bunia, donnant l'air d'une ville champignon. Retenons que la gestion de proximité de nos provinces, sans exception aucune, crée l'émulation et l'esprit d'initiative imprime sa marque dans le Congo profond, et cela à travers le territoire national par les travaux de construction des modernisations, comme on le vit en Ituri maintenant, grâce à la paix, l'unité, la cohésion nationale, fruit des efforts du président Joseph Kabila Kabange, de toutes les forces vives du pays et d'autres partenaires amis du Congo. Bunia, l'une des villes florissantes de la République démocratique du Congo, laissant rayonner toutes les lumières pénétrantes du progrès dans leur diversité, en intériorisant l'idée farce de Misé Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, qui célébrait de son vivant la prise en charge du peuple congolais pour son destin. Cette pensée vivifiante nourrit pour toujours l'ardeur patriotique de nos compatriotes qui se donnent corps et âme à l'émergence du Congo, la mère patrie. De belles initiatives couronnées d'éveil patriotique se font jour, d'où les infrastructures modernes comme le stade de football
sont érigés à Bunia. Sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avec l'appui du gouvernement central, le concours de l'entreprise chinoise Sino Hydro et l'expertise nationale congolaise, un stade moderne est en train d'être construit au quartier Kinja dans la commune de Bunia afin d'accueillir les jours à venir des compétitions nationales voire africaines dans les meilleures conditions. Le Congo footballistique est doté d'infrastructures sportives modernes. On résout ainsi la vieille question du stade Amani édifié à l'époque en plein quartier populaire dont la capacité d'accueil pose problème. La nation congolaise n'est plus actrice, bien au contraire, elle est actrice à part entière de son propre développement à travers le pays, tout en cultivant l'essence de bâtisseuse de son propre destin. Elle vit ainsi avec son époque dans divers domaines et Bunia, chef-lieu de l'Uturi, qui se veut-elle, n'est plus à la traîne. Une solution en vue pour mettre fin au problème récurrent de la baisse du niveau des eaux du fleuve congolais, du fleuve Congo plutôt, qui impacte sur la centrale hydroélectrique d'Inga. La ministre du portefeuille et celui de l'énergie se sont rendus sur place. D'autres décisions dans ces reportages d'Idjana et Fiston Wavingala. Les effets de travaux du canal de la deuxième prise d'eau pour les centrales d'Inga 1 et 2 sera tenu. À terme, les problèmes liés au seuil rocheux et du débit de la première prise d'eau, qui n'était pas redimensionné pour Inga 2, seront résolus. D'ici fin mai, les effets néfastes d'étiage sur la production seront enrayés ou pour le moins adoucis. Une délégation gouvernementale composée de la ministre du portefeuille Wivine Mumba Matipa et du ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques Jean-Marie Iguélé Ifoto était aussi d'Inga pour s'assurer du travail réalisé dans la construction du deuxième canal et de la réhabilitation de groupe à Inga 1 et 2. Ce n'était pas arrivé depuis la mise en service de la centrale d'Inga 1. Le pic de 351 MW de production a été atteint. À Inga 2, 7 groupes sur 8 ont fonctionné, encore un record. Seul quoique, la technologie utilisée dans la réhabilitation des machines nécessite une adaptation avec les machines vétustes qu'il y a dans le transport et la distribution. Dès que les réglages seront terminés et les réserves levées, les machines concernées seront remises en service. À la station de conversion du courant alternatif en courant continu, pour les transports vers le Katanga, des améliorations sont perceptibles. Je crois que tout gouvernant dans ce pays doit, même quand il n'est pas dans ce secteur, avoir un regard important sur Inga, même si c'est en fait les attributions propres du ministère de l'énergie, mais moi en tant qu'actionnaire de SNEL, actionnaire principal qui est représentant l'État, j'ai besoin de savoir où mon entreprise va, comment est-ce que mon entreprise contribue réellement à l'économie de ce pays. Le directeur général de SNEL SA, Jean-Bosco Kayumbo, a conduit les autres dans tous les compartiments qui subissent la révolution de la modernité. Après un séjour de travail dans le territoire de Kanyama, le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, s'est arrêté à Bujimaï, tout et Loputa, où il a eu des échanges avec les autorités provinciales sur place. Le contenu de ce reportage nous fait de la réduction du Congo. C'est une descente de redynamisation que le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, a effectuée au siège de l'Union des libéraux pour la démocratie ULD. Le ministre a mis à profit son séjour pour communier avec sa base et redynamiser sa formation politique, mobilisant et sensibilisant la population sur les enjeux de l'heure. Georges Kazadi Kabongo a donné des instructions claires pour une bonne préparation aux élections. Aussi a-t-il promis de se référer à leurs propositions pour le développement de cette contrée et les exhorter à s'organiser en coopérative. Occasion pour lui d'installer le comité de l'ULD Kanyama qui sera présidé par M. Placide. Toutefois, le ministre avait dans sa gibecière des vareuses et ballons qu'il a remis aux équipes de football à la satisfaction des bénéficiaires. À quelques 5 km du territoire de Kanyama se trouve Mwadi Kaïbé, un village que le ministre Georges Kazadi a conquis. C'est la joie qui se lisait sur le visage de cette population qui a comme activité principale l'agriculture et l'élevage. Georges Kazadi Kabongo a bouclé son séjour à Kanyama par un culte d'action des grâces à la 30e communauté baptiste en mémoire de son regretté père.
Le diocèse de Kisantu au Congo central est en pleine assemblée synodale. Tous les hommes et femmes de l'église de cette communauté ecclésiastique se sont réunis sous la direction d'évêque fidèle Céline pour réfléchir sur la vie de la communauté et trouver des solutions aux différents problèmes qui touchent ces diocèses. Guetio Matoko et Sirobolo étaient sur place. Le diocèse de Kisantu au Congo central est confronté aujourd'hui à beaucoup de problèmes. Carence des formations hospitalières, manque d'équipements médicaux et médicaments, l'insalubrité, le délabrement des bâtiments scolaires, le peu élevé de l'alphabétisme, plus particulièrement chez les filles, l'abandon des études, fermeture de plusieurs usines qui ont fait faillite, manque de voies de communication et la pauvreté de la population est toujours grandissante. Face à ce tableau sombre, Monseigneur fidèle Ntsele Poutou, évêque du diocèse de Kisantu, a jugé opportun de convoquer ce synode pour dresser les nouvelles perspectives liées à la bonne marche de l'Église, à l'amélioration des conditions de vie des fidèles, aussi à raffermir la foi des chrétiens catholiques. C'est par une messe que l'évêque du diocèse de Kisantu a ouvert les travaux de cette assemblée synodale qui se donne comme mot d'ordre un cœur nouveau, un esprit nouveau. La ne sera pas uniquement remplie par des discussions et des réflexions, voire des affrontements, mais en priorité par des liturgies qui célèbrent notre communion au Père l'Esprit Saint. Dans son homélie, l'évêque de Kisantu a insisté sur les valeurs telles que l'amour, le partage et la solidarité, et que la lumière du Christ ressuscité apporte un renouveau pour le bien-être de ce diocèse et de notre pays. Le grand objectif, c'est d'abord le changement de mentalité chez les diocésains. Ce que nous allons produire là-bas va être vulgarisé à travers les diocèses. Le prêtre, c'est l'acteur spirituel de l'Église, et le prêtre, c'est l'acteur de la paroisse. Là où la paroisse, c'est là où il doit avoir le développement. C'est un moment très important. On va réfléchir et répondre à toutes les questions, parce que l'évêque a posé une série de questions. C'est le dimanche 8 avril que vont se clôturer les travaux du premier synode de Kisantu qui vont jeter les bases de l'épanouissement du diocèse de la cité de Kisantu. Dans le territoire d'Idiofa, la fondation Monseigneur José Moko Ekanga veut le secours de femmes retenues dans la maternité pour faute de paiement. José Maïtouambou nous en dit un peu plus dans ses commentaires. Christ est ressuscité, il est vivant, bougie allumée, c'est l'ambiance qui a régné la nuit du 31 mars au 1er avril en la cathédrale Saint-Kizito dans la cité d'Idiofa, en province d'Ikwilu. Le chrétien catholique, plus de 15 000 au total, ont répondu à ces grands rendez-vous pascal au mieux la solennité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans son homélie, Monseigneur José Moko Ekanga a invité les fidèles à vivre le mystère de la Pâque et à devenir témoins de l'enlèvement de Jésus-Christ. Notre message a porté essentiellement sur la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens que nous sommes appelés aussi à sortir de nos niveaux, à sortir de notre peur, à quitter notre robe de tristesse pour rejoindre le ressuscité qui nous tend la main. Comme je l'ai dit dans la Bible, il réveille Adam, il réveille toi qui dors, il lui tend la main pour qu'il puisse ressusciter avec lui. Cette invitation a été lancée donc à tous les fidèles pour qu'ils puissent ressusciter avec le Christ, qu'ils entrent dans la nouvelle que nous avons. À l'occasion de cette célébration pascale et la clôture du mois de la femme, la fondation Monseigneur José Moko Ekanga est venue en aide aux nécessités. Il s'agit de femmes retenues à la maternité du centre de santé Saint-Kizito de la cité d'Idiofa par manque de moyens financiers pour honorer leurs factures, par amour des dieux. Et la devise de la fondation, faire le bien sans relâche. Elles ont vu les membres de celle-ci s'acquitter de leurs dettes. En outre, elles ont aussi bénéficié de pannes wax de qualité. Un seul mot est sorti de leur bouche. Merci à la fondation Monseigneur José Moko Ekanga. La fondation est là pour aider toute personne en cas de besoin. Donner encore cette envie-là à nos mamans, malgré les difficultés qu'elles ont. Elles continuent toujours à donner cette vie-là comme le Christ nous a ressuscité. On est mort avec lui et nous sommes ressuscités avec lui.
l'appui de solutions matérielles en ce qui concerne le problème matériel et spirituel pour ceux qui nécessitent la spiritualité reste le maître mot pour la Fondation Monseigneur José Moko Ekanga. Les opérateurs du secteur des assurances étaient ce week-end en face du directeur général de l'autorité des régulations et contrôle des marchés d'assurance ARCA, Alain Kaninga. Et bien, les deux parties ont évoqué des questions liées à la professionnalisation de ces secteurs et le respect des textes. Oscar Malkaïch. Le secteur des assurances est désormais libéralisé en RDC. C'est grâce à la volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. À l'autorité des régulations et des contrôles des marchés d'assurance, ARCA, le directeur général Alain Kaninga s'emploie à sensibiliser les opérateurs du secteur sur la loi qui réglemente les assurances en RDC. Il faudra disposer de 10 millions de dollars américains et d'un siège social localisé au pays pour exercer les activités. Plus de 70 souscripteurs sont en contact permanent et direct avec l'ARCA et une vingtaine d'entre eux ont déjà retiré les règlements. Le domaine des assurances au Congo n'est pas très différent, mis à part le fait que c'est un secteur qui est nouveau. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur les standards internationaux, donc c'est vraiment une bonne chose. 2 heures d'échange, les participants à cette réunion se disent satisfaits et promettent de collaborer avec l'ARCA pour le développement du secteur. Naturellement, ce qui est fait également dans le processus d'ouverture, c'est d'avoir assez rapidement une nouvelle société qui a arrivé de manière à élargir et à donner la possibilité aux intermédiaires de pouvoir travailler avec d'autres logiciels. Parmi les innovations, depuis qu'il est à la tête de l'ARCA, Alain Kaninga voudrait que les opérateurs demandeurs d'agrément rassurent que leurs sociétés ont mis en place une gouvernance des projets d'affaires, leurs ambitions et le niveau de leur capital. La mise en service de la station provinciale de la RTNC Tchouapa sera effective dans le tout prochain jour. Le sujet était au centre des échanges entre le gouverneur de cette province, Bongo Pancras, et Madame le directeur général adjoint de la RTNC, Nicole Dibongo-Bouanga. Ali Malaka pour le reportage. Dès quelques jours, la station de la radio-télévision nationale congolaise sera opérationnelle dans la ville de Boende. C'est ce qui ressort de la visite du gouverneur de la province de la Tchouapa, Pancras Bongonkoy, chez le numéro 1 de la radio-télévision nationale congolaise, Nicole Zimbabwe-Bouanga. Les deux interlocuteurs ont parlé de la mise en service de la station provinciale de la Tchouapa, dont les matériels sont déjà sur place. Je suis venu rencontrer Madame le directeur général. Il faut que la RTNC soit opérationnelle à Boende. C'est pour cette raison que je suis venu solliciter une équipe de techniciens qui descendent à Boende avec moi pour essayer de rendre opérationnel ces matériels. Plus réceptif, le directeur général A. Nicole Zimbabwe-Bouanga a promis au gouverneur qu'elle mettra à sa disposition dans les 48 heures une équipe de 2 techniciens professionnels pour exécuter ces projets. Le gouverneur Pancras Bongonkoy a souligné à la sortie de l'audience qu'en 7 mois de travail, il va changer les visages de sa nouvelle province avec de grands travaux des infrastructures de base. J'ai mis sur le bateau un grand groupe de 550 cabillards avec des câbles, y compris des poteaux, pour essayer d'électrifier la ville de Boende. J'ai obtenu l'office des routes à partir du ministère de l'Intérieur un crédit pour essayer de travailler cette route-là, y compris la route Bandaka-Boende. J'ai même signé un partenariat avec la Société nationale d'électricité. Il y aura la centrale thermique, il y aura aussi l'énergie solaire. Et maintenant, c'est le moment où j'ai frappé, j'ai toqué partout. Et on m'a ouvert toutes les portes. Et dans un autre registre, le président de la Ligue des jeunes de la Convention de Congolais Unis, Thierry Mousselepou, mobilise déjà la population du quartier Kanluka dans la commune de ici à Kinshasa. C'est pour lancer un mouvement dénommé Renouveau Kanluka. Francine Atomissi, Bijou Kamba pour d'autres détails. Le président national de la Ligue de jeunes de la Convention des Congolaises Unis, CCI, Jean-Thierry Mousselepou Mototo et son équipe ont effectué une descente à Kanluka dans la commune d'Engalima. Objectif, lancer les rassemblements de jeunes dénommés Renouveau Kanluka, une association qui englobe près de 600 représentants de jeunes vendeurs ambulants. Au cours de la cérémonie, un seul
seul message, le développement durable et social de la population de Kanluka. Jean-Thierry Mosenepo-Mototo a saisi cette occasion pour sensibiliser les jeunes de ces quartiers sur le processus électoral, la nécessité de la machine à voter, également les ambitions du regroupement politique électoral CCI et alliés qui s'est déjà aligné derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. Dans la foulée, il a fait un don de 100 bêches à titre symbolique aux jeunes des carrières de sable de ces quartiers. Nous sommes venus dans le but de les conscientiser autour des enjeux de l'heure, notamment le processus électoral, mais aussi par rapport à leur travail, qu'ils puissent, pour aller de l'avant, se fédérer. En créant une association que nous avons baptisée ensemble avec le Renouveau de Kanluka, où ces jeunes vont se constituer en membres de l'association et créer une caisse de mutuelle où chacun pourrait venir verser mensuellement quelque chose et dans un cas de besoin, venir emprunter de l'argent pour soutenir son activité ou investir ailleurs, sans intérêt bien sûr. À la fin de la manifestation, M. Kabea Egli avait reçu une enveloppe pour la création d'une caisse d'épargne et de solidarité, dont de l'autorité morale de la CCU, la mère Mende Omalanga, qui promet dans les jours qui suivent de leur doter d'un bureau de travail. J'étais sur une visite dans la province de Sankourou. C'est un bien économique plutôt précieux, geste du ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, autorité morale de la CCU. Notre précision concernant les activités dans la province du Pôle à travers ses commentaires. Après dans mois de travaux, cet ouvrage, le pont Levillet, engendre désormais la rivière qui porte le même nom et relie ainsi les centres-villes de Lodja avec ses principaux greniers, notamment Olemba et Lukongo. L'inauguration de ces ponts construits sur financement d'un digne fils du terroir, en l'occurrence Lambert Mende Omalanga, autorité morale du CCU, Convention des Congolais Unis et ministre de la Communication et Médias, vient soulager la peine de la population de ce coin du pays longtemps exposé à de multiples difficultés et risques pour relier les deux rives. En croit l'administrateur du territoire de Lodja qui a présidé la cérémonie d'inauguration, ces ponts est d'intérêt capital sur le plan économique dans le territoire, a-t-il souligné. Pour rappel, ces ponts jetés sur la rivière Lovillet remplacent l'ancien de Jean Vétus et que représentait un réel danger pour la traversée. Durant ces assises qui se déroulent à Lodja, le comité provincial de pilotage du secteur santé de la province du Sankourou va tabler sur les questions liées à la santé de la province, question d'arrêter des mesures pour lutter contre la recrudescence de certaines maladies qui ravagent cette province, telles que le paludisme, le choléra, la fièvre jaune et autres. Présent à cette rencontre, le ministre provincial de la santé publique, Daniel Ouata Ochidi, a souhaité que les recommandations qui sortiront de ces assises relèvent les secteur de la santé du Sankourou. A noter que ces assises sont présidées par le médecin chef de division provinciale de la santé, Dr Aimé Alengo Odoudou. C'est par une grande marche que s'ouvre le mois de la femme dans le Olomami le 1er mars 2018. La vice-gouverneure de cette province, Chimène Lunda Polipoli, prend part active et c'est l'occasion pour exhorter la femme à participer au processus électoral en RDC et à appuyer les actions du gouvernement de la République. Toujours au cours du mois de mars, le 20, plus précisément, une exposition agricole est organisée. Chimène Lunda préside et ouvre solennellement cette manifestation destinée à mettre en exergue la production agricole des femmes rurales. Inlassable et soucieuse de réveiller la conscience de la femme rurale, Chimène Lunda Polipoli participe à la cérémonie de clôture du mois de la femme le 31 mars 2018 à 705 km de Kanina. Tout est bien, tu finis bien. Mission accomplie pour Chimène Lunda qui entend poursuivre la sensibilisation et conscientisation de la femme rurale dans tout le Olomami.
Le mois de mars, mois dédié à la femme, s'est clôturé le week-end dernier. Eh bien, les Lasbel, les amis de Maître Landou Mandondou et Mary Patrice ont été sensibilisés sur le rôle de la femme en cette période. Suivez dans ce reportage et contenu. Le mois de mars, mois de la femme, s'est clôturé en beauté à Kinshasa. Les femmes membres de l'association sans but lucratif, les femmes membres de l'association sans but lucratif, les amis de Maître Landou Mandondou et Mary Patrice ont été sensibilisés sur le rôle qu'elles sont appelées à jouer dans la société, surtout en cette période préélectorale. L'autorité morale de cet Asbel, Maître Landou Mandondou et Mary, qui a tenu à honorer les femmes, les a invités à être plus productives. En tant que républicains, nous sommes les républicains. Nous avons comme devoir de recréer l'espoir. Et nous allons refonder la République en tenant compte de la femme. La femme d'abord parce qu'elle est majoritaire, la femme parce qu'elle qui donne la vie, la femme parce qu'elle qui donne l'espoir. C'est dans une ambiance de fête que s'est clôturée cette journée empreinte de cordialité et de convivialité. Les ressortissants Bashi de la province du Sud Kivu, regroupés au sein de l'association Sinya Bougouma, se sont réunis dernièrement pour clôturer en beauté